Filth Pig, sorti le 30 janvier 1996 chez Warner Bros. Records, est le 6e album du groupe américain Ministry. Le 1er octobre 2007, vers 15h, la ville de Brest voyait en son centre la fermeture définitive par décision de justice de l'une de ses institutions, installée au 91 rue de Siam. Ce lieu autrefois incontournable, c'était la Sonothèque, l'un des disquaires majeurs de la cité du Ponant. Je pourrais facilement verser dans la nostalgie en évoquant ce témoin de nombre de mes flâneries adolescentes et post-adolescentes, mais c'est plutôt l'ironie qui traverse mon esprit les très rares fois où je passe désormais à proximité de la devanture, dont on reconnaît encore les marches et le rideau de fer. Il est en effet assez cocasse que la Sonothèque est fermée alors qu'elle était affiliée à un réseau national de disquaires indépendants, Starter, dont le siège social, à en croire son site web, reste à ce jour situé à Brest. Par le biais de son adhésion à Starter, la Sonothèque distribuait Startup, un mensuel gratuit édité par le réseau, principalement consacré à l'actualité musicale. Dans un numéro paru début 1996, la revue chroniquait brièvement Filth Pig, nouvel album à l'époque de Ministry. À supposer que ma mémoire ne me fasse pas défaut, il s'agit là de mon tout premier contact avec le groupe. En tout cas ma première vision de cette photo complètement improbable d'un homme en costard, coiffé d'un steak saignant au sens propre du terme. Je n'ai plus de souvenir précis du texte de la chronique, mais je suis à peu près certain qu'il était bienveillant à l'égard du disque, comme 99% des chroniques de Startup, soit dit en passant, et qu'il présentait Al Jourgensen, le mentor du groupe, comme une figure majeure de ce que l'on a appelé l'Indus Metal. Rien de tel pour attiser ma curiosité, car s'il est un genre, ou plutôt un sous-genre, qui a marqué mon parcours musical au fer rouge, c'est bien cette déferlante de grosses guitares soutenues par des rythmiques, des claviers et ou des échantillonnages plus ou moins sombres, grinçants et urbains, qu'il s'agisse du versant métal de la chose ou de sa facette plus orientée rock. Filth Pig est généralement l'album qui divise le plus au sein des fans de Ministry. Un schisme qui ne peut s'expliquer sans un retour sur la trajectoire du groupe jusqu'à ce 6e album. Ministry est fondé en 1981 par Allen David Jourgensen. Le groupe, qui est alors un duo, sort un premier album en 1983, énergiquement renié depuis par Jourgensen, non pas tant pour sa new wave fade et sans relief à 1000 lieues de ce que devint le groupe des années plus tard, que pour l'absence totale de contrôle artistique imposée par le label Arista à Jourgensen et son comparse de l'époque, Stephen George, qui quittera le groupe quelques années plus tard pour devenir un producteur à succès. Fort logiquement, le duo quitte Arista et trouve refuge chez Sire Records, un label racheté par Warner Bros. À la fin des années 70. Ministry est enfin libre de créer à sa guise et en profite pour reprendre la musique rejetée par son ancienne maison de disques afin de la disséminer sur ses 2 albums suivants. Twitch en 1986, un disque d'électro-indus intéressant bien qu'assez hermétique, et surtout The Land of Rape and Honey en 1988, qui voit l'apparition de guitares saturées sur son premier quart. Bien que Stigmata, titre d'ouverture et single extrait de l'album, en soit le morceau le plus célèbre, c'est avec les 2 chansons suivantes, The Missing et Deity, que les bases du son Ministry, et accessoirement de celui de Lard, l'un des multiples futurs projets parallèles de Jourgensen, sont explicitement posées. Aux antipodes de leurs confrères britanniques de Godflesh, pionniers européens du genre dans un registre particulièrement poisseux et frappé de sinistrose, Al Jourgensen, désormais secondé par le bassiste Paul Barker, inaugure par sa guitare et ses vocaux déformés rageurs un métal industriel direct et efficace, porté par des rythmiques forcenées.
Les guitares infuseront l'immense majorité de l'album suivant, The Mind is a Terrible Thing to Taste, sorti 1 an plus tard. Lorsqu'elles se taisent, c'est la basse de Paul Barker qui prend les devants, quand ce ne sont pas des samples principalement issus de films. Ministry affine son breuvage, mais c'est évidemment le 14 juillet 1992 que le cocktail trouve son mélange le plus détonnant avec Kephali Exideinea, c'est du grec, beaucoup plus connu sous le nom de Psalm 69. Sur fond de textes parfois engagés, parfois simultanément extrêmes et teintés de loufoquerie, le groupe aligne 3/4 d'heure de déflagration sonore sans concession, un disque survolté, frénétique, parsemé de riffs assassins, à l'instar de l'imparable morceau éponyme. Ministry est alors en plein apogée artistique, tout en enthousiasmant un public toujours plus étendu. 4 jours après la sortie officielle de Psalm 69, qui pour anecdote fut cité comme influence par Frank Klepacki pour l'écriture des musiques de la série de jeux vidéo Command & Conquer, le groupe se produit au festival Lollapalooza où il est en tête d'affiche. 3 ans plus tard, le 7 décembre 1995, la RIAA, principale association représentante de l'industrie musicale américaine, certifie l'album disque de platine pour avoir décroché le 1 million d'exemplaires vendus. Elle décerne également un disque d'or aux 2 albums précédents, à la même date pour The Mind is a Terrible Thing to Taste, et le 18 janvier 1996 pour The Land of Rape and Honey. Avec cet alignement d'astres, tout semble réuni pour que Ministry s'adjuge un nouveau succès avec Filth Pig, qui se voit commercialisé 12 jours plus tard. Ce sera malheureusement un feu de paille. L'album figure certes dans divers classements nationaux à sa sortie, il est même aux États-Unis le meilleur démarrage de la carrière du groupe en termes de classement, mais il décroche rapidement et se mue en échec commercial. Selon certaines sources, l'album n'a jamais dépassé le quart des ventes de Psalm 69, et ce pour une bonne et simple raison, la majorité des fans a rejeté le virage musical pris sur ce nouvel album. Car pour le coup, Filth Pig aurait pu être un projet parallèle d'un membre de Godflesh. Bien que plusieurs singles en aient été extirpés, aucun des 10 morceaux de l'album ne sonne vraiment comme un tube calibré pour tourner en boucle sur une radio rock. Adieu vitesse, fureur et agression, bonjour tristesse, lenteur et dépression. Ce sont 54 minutes pesantes et souvent malsaines qui s'imposent à l'auditeur. Cependant, le premier titre, Reload, ne donne pas de réel signe avant-coureur d'évolution. Rythme martial, guitare criarde, texte virulent transmis par un filtre vocal façon vomi, le terrain semble a priori relativement familier. Toutefois, Reload n'est qu'une simple introduction, comme en témoigne sa durée, et suit davantage la logique du rock industriel des années 80. L'énergie est bien là, mais elle s'exprime de façon assez brute et primale, sans vraiment chercher à rester en tête dès la première écoute. Le second morceau, que j'ai choisi pour débuter cette vidéo, donne son titre à l'album. Un choix fort judicieux tant il pose définitivement
et massivement le climat général. Un fracassement de tôle en guise d'ouverture, qui précède une intro menaçante, faisant ensuite place à un mur de riffs simplissimes, étirés à l'extrême, déambulant à une allure quasi léthargique. Dans cette ambiance de désolation, la voix de Jørgensen émerge et disserte sur ses démons personnels, ce qui ne l'empêche pas de placer un solo d'harmonica. Cette incartade trahit déjà la passion du chanteur pour la musique country, 15 ans avant un projet parallèle qui lui sera consacré, mais surtout, elle immortalise en studio une expérimentation menée en concert au festival Lollapalooza en 92 sur Scarecrow, le morceau le plus atmosphérique de l'album Psalm 69. Orné de quelques samples visqueux pour accompagner son final, Filth Pig a tout juste le temps de s'achever que Paul Barker fait vrombir une basse titanesque pour Lava, un morceau de longueur similaire. Les guitares sont plus en retrait, le tempo lancinant et plus relevé, mais la chanson manifeste une froideur à l'extrême opposé de son titre, cristallisée par une caisse claire que l'on croirait tout droit sortie d'une chambre de cryogénie. Les deux morceaux suivants, Crumbs et Useless, sont des reliefs moins marquants de Filth Pig, mais ils entretiennent chacun à leur façon le malaise jeté par leurs prédécesseurs. Le premier par le travail de Ray Washam, l'un des deux batteurs de session de l'album, dont l'usage des cymbales donne parfois une impression d'écroulement permanent, le second en donnant le sentiment de se traîner, comme quelqu'un marchant péniblement dans la boue, l'eau, la neige ou quoi que ce soit qui puisse entraver sa progression. Déboule ensuite Dead Guy, dont on retrouve sur quelques mesures les cymbales obsédantes de Crumbs. Dead Guy est sans conteste l'un des morceaux les plus incisifs de l'album.
Il est à ce titre très surprenant qu'il n'ait pas fait l'objet d'une sortie en single. Non pas qu'il soit véritablement calibré pour ça, mais son riff accrocheur l'y prédisposait plus que le reste de l'album, de même que son intro basse-batterie percutante, qui devrait rappeler quelques souvenirs à celles et ceux qui écoutaient le Move au début des années 2000, puisque ce démarrage a servi de jingle pour la rubrique Le Mag de cette radio, dont je n'ai aujourd'hui plus rien à foutre. Allez donc savoir pourquoi. Dead Guy s'évanouit dans un fade-out et ouvre le passage à Game Show, illustration par excellence du mastodonte débarquant dans un magasin de porcelaine. Lent, immense, avançant par à-coups avec son riff saccadé, trébuchant via des guitares aiguës durant le couplet, pour finalement s'écrouler sur le refrain, les tomes de percussion et les cymbales de Washam, encore elle, constatant les dégâts. The Fall succède à Game Show et porte son nom à merveille, tant ses cordes monumentales, proches du drone, tirent le morceau vers des profondeurs insondables. Certes, à la moitié du morceau arrive un piano très aérien, aussi inattendu qu'approprié, qui semble vouloir rééquilibrer la situation. Mais si The Fall peut donner dès lors le sentiment d'être tiraillé entre deux extrêmes, la mélodie descendante du piano ne trompe pas, montrant son impuissance face à la déchéance narrée par Jürgensen. Jusqu'ici tout va mal, jusqu'ici tout va mal, jusqu'ici tout va mal. L'important ce n'est pas l'atterrissage, c'est la chute.
The Fall culmine ensuite dans un enchevêtrement de vocaux cataclysmiques mené par un Jørgensen hurlant désespérément « Welcome to the Fall » à répétition. C'est sans nul doute le moment le plus fou et cauchemardesque de l'album que seul un fade-out sera en mesure d'arrêter. Cela permet à Filth Pig de se terminer avec un poil plus de légèreté. D'abord avec une reprise de Lay Lady Lay, morceau de Bob Dylan sur lequel Ministry appose une noirceur dans son acception grand guignolesque. Pendant que la basse se promène sur des sentiers inquiétants, les dérapages de guitare censés foutre les chocottes en rajoutent tellement qu'ils confinent au comique. La démarche est certainement volontaire et cadre assez bien avec cette déclaration assénée par le groupe lors d'une interview accordée à Rock & Folk. Nous avons repris Dylan parce que nous détestons Dylan. Il s'agit là, sur le plan musical, de la seule véritable marque d'humour présente sur l'opus. L'album se conclut par Break Windows, un morceau rythmé qui délaisse les accordages bas aussi bien du côté de la basse que de la guitare. Ce parti pris donne à l'écoute le sentiment d'une note d'espoir, assez vite douchée par Jørgensen, dont les paroles, peut-être les plus limpides du disque, s'étendent sur son incapacité à sortir de sa bulle. C'est donc d'un mal-être quasi omniprésent qu'Al Jourgensen, Paul Barker et leurs musiciens de session ont imprégné ce 6e album de Ministry. Filth Pig n'utilise presque jamais sa puissance à des fins agressives. Elle est ici mise au service de l'atmosphère, les riffs sont souvent très étalés, les cordes rarement étouffées, la batterie prend son temps et les samples sont un peu moins mis en avant que précédemment, devenant dès lors plus insidieux. La lenteur générale et la longueur de certains morceaux sont à l'image de l'enregistrement de l'album qui s'est éternisé sous le coup de problèmes techniques et d'une mauvaise passe traversée par Jørgensen sur laquelle je ne m'étendrai pas. Il en émerge une déliquescence prégnante et quasiment prémonitoire tant elle semble annoncer le rejet public dont elle va faire l'objet. Rétrospectivement, cette déviation musicale fait pourtant sens.
Scarecrow sur l'album Psalm 69 en 92 avait déjà pris la tangente. Il est d'ailleurs logique de retrouver la version de ce morceau interprété la même année au Lollapalooza en face B de la version maxi-single de Lay Lady Lay. De plus, en 1994, probablement durant les sessions d'enregistrement de Filth Pig, Ministry finalise Paisley, un excellent morceau, glacial et inquiétant, un peu dans la lignée de Lava, à ceci près que c'est la guitare qui frôle le zéro absolu plutôt que la batterie. De par ce choix, couplé à son tempo très lent, Paisley aurait très bien pu figurer sur Filth Pig tant il confirmait la direction choisie. Personnellement, je l'aurais bien placé entre Useless et Dead Guy. Néanmoins, le morceau ne sera rendu public qu'en 1996, atterrissant lui aussi en face B de Lay Lady Lay, ainsi que sur la bande originale du film Los Angeles 2013 quelques mois plus tard. Si Paisley avait pu se frayer un chemin jusque sur une autre BO un an auparavant, il aurait peut-être été en mesure de préparer les esprits au changement musical opté par le groupe. Bref, en 17 mots commençant, Filth Pig est à milieu du caractère tranchant et colérique des deux précédents opus du groupe. Il n'est donc pas étonnant que ceux qui avaient succombé à l'efficacité immédiate de Psalm 69 aient réprouvé Filth Pig. Et cela m'attriste tant je trouve ce disque extraordinaire. J'adhère complètement à l'orientation décidée par le groupe. Filth Pig est un reg à lui seul, hostile, miséreux, dépeuplé, prostré sur lui-même, mais c'est avec brio que Jurgensen et sa bande nous y transportent. Là où ils flanquaient des baffes dans Psalm 69, ils étreignent avec Filth Pig. Ils malaxent, ils emprisonnent et ne déverrouillent la geôle qu'une fois Brick Windows consumé dans son fade-out. Chaque morceau justifie sa place dans l'album en développant sa propre personnalité, mise en valeur par la qualité d'enregistrement, certainement la meilleure dont le groupe a bénéficié jusqu'alors. Le titre éponyme, Lava et Dead Guy sont trois des plus belles réussites de ce disque, et The Fall, son sommet absolu, bien qu'il plonge dans la fosse des Mariannes plutôt que de grimper l'Everest. Pour toutes ces raisons, je considère que Filth Pig n'est en rien une anomalie dans la discographie de Ministry. C'est une autre facette du groupe, aussi passionnante et respectable que la pugnacité qui a caractérisé la majorité de son parcours, et dont le succès artistique n'a d'égal que la témérité qui fut nécessaire à son adoption par Jurgensen et Barker après le succès de Psalm 69. Filth Pig est selon moi l'un des 3 meilleurs albums de Ministry, aux côtés de son prédécesseur et d'Animosity Somina, sorti en 2003. Évidemment, on pointera toujours un paradoxe majeur dans le fait de prendre plaisir à écouter des disques de cette trempe, aussi sombres et négatifs qu'ils sont bruyants. Certains parleront de masochisme, d'autres de refuge pour nihilistes, les plus pieux choisiront peut-être même le terme de satanisme. Bref, les sempiternels en tiennent à l'égard du métal en général. En ce qui me concerne, la question est tranchée depuis longtemps. Arpenter des contrées sonores inhospitalières, afin d'y faire face au point d'y revenir avec délectation, c'est tout simplement, à mon sens, repousser ce que l'on croit être les limites de son sens auditif. Dans mon vocabulaire, ça s'appelle de la transcendance. Three, two, one.